parfois on se demande si c'est bien raisonnable. Je suis pas venue pour apporter un savoir-faire ou enseigner quelque chose aux gens ici, ou même apporter un clientèle. Je ne suis pas expert de marketing, je n'ai pas un réseau de clients en Occident. Je suis une artiste. Il y a quelqu'un qui a exprimé que l'art, c'est quelque chose qui soulève des problèmes et le design, c'est quelque chose qui résout des problèmes. Et à un moment donné, je me suis dit que je voulais plutôt faire du design, c'est-à-dire je voulais résoudre des problèmes. Parce qu'il y en a beaucoup de problèmes. Et donc moi, j'ai quitté une passion que j'avais pour faire le théâtre. J'ai adoré le théâtre parce que j'avais le droit de tout faire dans le théâtre. Il y a la musique, il y a le visuel, il y a le texte, il y a la philosophie. On peut tout mettre dedans et dans cette petite boîte d'émotions éphémères, ça m'a beaucoup plu. Et puis moi, de mon côté, je suis musicien. Je suis un passionné de musique. Moi, j'ai joué beaucoup avec Shakti Diansek. Ouais. Et j'étais venu au Sénégal très jeune, à 15 ans. Ça m'avait marqué, j'avais beaucoup ri au Sénégal. Mais de par notre expérience dans le monde de l'économie, au sein d'entreprises, autour du design, encore une fois, de la société des parents de Heather, qui nous ont engagés à designer des magasins et toutes sortes d'événements et de shows. Mais je pense que Nils, humainement, il a un sens de chaleur humain et de pouvoir parler avec beaucoup de gens et ne pas avoir peur de parler de toutes sortes de choses jusqu'au point qu'on arrive à une certaine compréhension, même avec des gens avec lesquels on ne partage pas les mêmes éducations. Ça a vraiment été une partie importante de notre équipe. Et on faisait un truc ensemble en fait, où on faisait de la musique et la musique était basée sur les costumes que moi je construisais et chaque morceau de musique avait une costume qui allait avec. Mais j'ai commencé à être très concernée pour l'état du monde. Parce que bon, la réalité c'est qu'on est tous obligés de faire quelque chose qui parvient à nos besoins, faire une sorte qu'on peut payer le toit au-dessus de nos têtes, tout ce qu'on a besoin dans la vie. Et comment faire ça sans faire mal aux autres gens et sans faire mal à la nature sur laquelle on dépend. J'avais la chance d'avoir des parents designers. J'étais élevée avec des gens qui font des choses avec leurs mains. Mon père, il savait tout faire. C'est pas qu'il savait tout faire, mais il avait la curiosité de comprendre comment faire tout. Donc il a appris à souffler le verre, à faire des paniers. Bon, en tout cas, j'avais l'idée que si on veut faire quelque chose, on peut comprendre comment le faire. On peut fabriquer des choses. Je disais, bon, peut-être je pourrais faire des habits. Ça, c'est quelque chose que les gens ils ont besoin. Et pour le moment, on le fait de façon qui est dévastante. L'industrie de la mode, ça ne marche pas du tout. Voilà, ça ne marche pas du tout pour toute la planète, pour les gens qui vivent et pour la nature. Il y a une bonne vingtaine d'années, et je ne trouvais vraiment pas des tissus qui m'intéressaient beaucoup. À cette époque-là, tout était un peu la couleur des pommes de terre. Ça ne m'intéressait pas trop. Donc, je me disais, bon, ok, il faut qu'on fasse le tissu aussi. Ça va prendre du temps ce projet. En fait, ici, c'est peut-être le meilleur endroit dans le monde ou un des meilleurs endroits pour achever ce projet de faire de la mode qui ne fait pas de mal. Les gens, peut-être, ils se disent pourquoi vous restez pas chez vous et vous réglez les problèmes chez vous. Bon, d'abord, il faut dire que moi, j'ai jamais senti vraiment comme si je viens de quelque part. Déjà les États-Unis c'est quoi? C'est des gens qui sont déjà venus de n'importe où. On est plein de différentes cultures qui
se côtoient. Et du coup, c'est assez naturel d'aller côtoyer d'autres cultures dans d'autres endroits. Donc moi, j'ai voyagé pas mal, j'ai vécu dans pas mal d'endroits en étant enfant. J'étais en Angleterre, j'étais en France. Mais si j'allais rester aux États-Unis pour faire la même chose que je fais, c'est-à-dire voir la matière première se transformer dans un produit fini avec lequel on peut s'habiller, ce serait quand même très difficile parce que l'industrie là-bas, elle est totalement cassée. Et c'est un grand endroit, les États-Unis. C'est plus grand que plusieurs États africains. Et du coup, le coton est poussé en Texas et puis filé et mis en tissu, peut-être en Caroline, je sais pas, mais c'est des anciennes usines qui sont en train de fermer et puis ils demandent des énormes minimums. Il faut commencer avec 1000 mètres. Donc, en étant une petite designer individuelle, comment je vais faire? J'achèterai du tissu, peut-être le tissu c'est issu de l'Italie et puis bon, en fait le coton c'est venu de Pakistan ou de Turquie. On connaît pas l'histoire, on connaît pas les gens qui étaient impliqués dans toute cette ligne de production et du coup on se soucie pas beaucoup de leurs problèmes, de leur environnement. Ici, il y a la matière première qui pousse, il y a le fil qu'on peut acheter, on peut aller au tisserand, on peut commencer à 20 mètres avec une chaîne de 20 mètres et hop, on a un tissu qui exprime les couleurs que nous on a décidé de faire, on a teint avec nos teinturiers et dans chaque partie de production, on peut faire partie du processus de création et donc ça devient très amusant et ça c'est quelque chose qui est difficile à trouver ailleurs dans le monde, vraiment. Il y a des endroits qui sont très bons pour faire la couture, mais la matière première c'est loin, ils ne connaissent pas. Un des grands problèmes philosophiques, c'est qu'on ne se connaît pas. Les choses ont dépassé l'échelle humaine. J'avais pas des subventions, mon plus grande subvention c'est mon mari qui a supporté qu'on laisse tomber qu'est-ce qu'on faisait aux États-Unis ou en France et vraiment commencer des choses ici dans plein d'inconnus et avec beaucoup de défis. Récemment, on a eu quelques aides qui étaient vraiment, qui nous a aidé beaucoup à développer des choses. Mais d'abord, on faisait des allers-retours, on allait aux États-Unis pour travailler, ramener de l'argent ici. La première fois, on est venu avec nos enfants en 2009 pour analyser le contexte dans les pays qui faisaient un programme de coton bio. La culture héritée de l'époque de Thomas Sankara a eu des influences qui sont toujours vivaces, d'idées d'autonomie économique, d'autosuffisance, d'indépendance. Et tout ça contribue à un état d'esprit qui nous a paru le plus favorable à développer cette entreprise. En même temps, il faut bien reconnaître qu'il y a des défis à relever qui restent importants. La couture, il manque beaucoup quand même de formation. Il y a beaucoup de couturiers, mais c'est des petits ateliers de couture et ils connaissent pas les standards internationaux. Et puis il y a aussi une qualité de travail qui est demandée particulièrement pour travailler avec des tissus faits ici, parce que c'est des tissus qui sont un petit peu plus ouverts, qui s'effilochent et qui bougent un peu. Et du coup, il faut pas le laisser faire n'importe quoi, ce tissu. Il faut imposer ces règles pour que ça adhère à une certaine qualité qui peut être portée à travers le monde. Moi, je ne suis pas venue pour une nostalgie de l'artisanat, des époques avant. J'utilise ce qu'on peut réaliser ici, parce que je veux que ça reste, encore une fois, sur une chaîne humaine, pas de grandes distances entre les différentes étapes de production. Et ça se trouve ici que tout est manuel, tout est dans l'artisanat. Donc j'ai travaillé avec des tisserands d'ici, mais je ne suis pas contre
quelques petites inventions qui aident à ce que ça se développe et que ça fait que peut-être le tisserand il est moins fatigué à la fin de la journée. Finalement, l'artisanat, c'est ça. Quelqu'un a fait une invention à un moment donné quand même. Puis au cours du processus, on a identifié des solutions techniques qui nous semblaient intéressantes d'importer ou d'inventer sur place pour améliorer les conditions de travail et la qualité des résultats. J'aime une liberté de jouer avec les couleurs, comme si je travaillais avec une palette de peinture. Hop, je prends ça, je fais ça, je les mélange, hop, je vois ce que ça donne. Hop, c'est joli, ok, on y va. Et les couleurs qui me donnent cette liberté, c'est quand même des couleurs que j'importe, qui sont des couleurs, ça s'appelle fibres réactives à bas impact. Ils sont certifiés GOTS. Ça veut dire qu'ils sont non toxiques et ils n'ont pas de métaux lourds. Mais c'est quand même quelque chose qui est industriellement fabriqué. Ce n'est pas des plantes que je trouve à côté dans les champs. Et j'ai choisi ça pour la spontanéité en fait que ça me donne pour créer tout ce qui me passe par la tête en termes de couleurs. C'est pas pour dire que je suis contre travailler avec les teintures naturelles et peut-être un jour j'aimerais bien aller dans ce sens ou collaborer avec des gens qui sont bons dans ce domaine. On a l'idée que la teinture naturelle, ça doit être naturel, donc mieux pour l'environnement. C'est pas toujours le cas. D'abord, il faut savoir que la teinture naturelle, en général, ça prend beaucoup plus de l'eau, beaucoup plus de fuel pour le chauffer, cette eau. D'énergie. Des fois, ça prend des fixatifs qui sont nocifs et c'est très laborieux. Souvent, il y a beaucoup de bains pour arriver à des couleurs plus foncées. Donc, ce n'est pas forcément le plus efficace, mais c'est un débat parce que c'est vrai que ça pousse localement, qu'on peut être autosuffisant si on fait de la teinture. Mais il y a aussi la question de palette. C'est vrai que les couleurs qu'on peut trouver localement, qu'on sache en tout cas, ça limite le palette énormément. C'est aussi un choix qui permet de répondre à toutes les demandes. Oui. Parce que ça élargit l'accessibilité et la gamme de produits qu'on peut proposer. Oui, parce que l'habit, c'est 95% au moins, c'est la matière première. Donc ça, c'est très important, la matière première. Après, c'est vrai que la teinture, ça peut faire du dégât et c'est bien de faire attention à comment on fait cette étape-là. Mais c'est bien aussi de ne pas faire des choix qui fait une sorte que c'est tellement difficile de faire quelque chose d'écologique que les gens ils vont plus utiliser le coton bio parce qu'ils pensent qu'ils sont obligés de faire la teinture naturelle, qu'ils vont prendre très longtemps pour le faire et ça va faire que le produit devient très très cher et donc du coup ça peut être pas vendu et du coup l'impact écologique qu'on désire avoir c'est pas là parce que personne peut acheter ce produit. On a aussi investi dans une chauffe-eau solaire pour chauffer l'eau et ne pas avoir besoin autant de fuel pour chauffer l'eau pour la teinture. On a fabriqué notamment un bac à teinture qui n'existait pas ici, qui permet de mettre une soixantaine d'échevettes au moins qui est en rotation électrique avec un recyclage d'un moteur d'essuie-glace de camion. Donc on a tout fabriqué sur place et ça marche. Ouais. On a aussi donc ça réduit la pénibilité des teinturiers un peu. Voilà. Et non seulement ça, mais l'agitation, ça fait que ça fixe mieux, donc la qualité, ça monte. Et on est en train d'expérimenter aussi un nouveau produit de traitement du coton qui s'appelle le traitement cationique, qui est non toxique et qui va permettre d'économiser énormément d'eau et de travail de rinçage, puisque ça traite le coton de sorte que la teinture colle au coton de manière beaucoup bien meilleure et ça peut faire économiser la moitié de la teinture.
et donc d'avoir encore de meilleurs résultats sur l'environnement. Ouais. Donc il y a ça qui est en expérimentation. Et puis on a importé des métiers à tisser électriques de l'Inde en collaboration avec la fondation Selco qui développe justement des solutions adaptées à l'artisanat pour améliorer les conditions de vie et de revenus des plus pauvres. Ouais. On a importé 2 métiers et on est en train de les reproduire sur place pour pouvoir en produire de nouveaux et développer cette capacité localement. Et donc on a le premier atelier de métiers tissés électriques dans notre studio Xumba de Bobo Dioulasso. Et ça marche. On a formé 2 tisserands qui arrivent à très bien faire marcher ces métiers. Et on est déjà en production pour différentes marques. Donc c'est des métiers électriques mais qui sont très simples mécaniquement et qui ressemblent beaucoup aux métiers qui sont déjà ici. Et du coup, les tisserands ici, ils peuvent s'en occuper, non seulement ils peuvent comprendre à le faire marcher, mais ils peuvent aussi s'occuper des petits réglages de la machine. Et puis ils sont conçus pour être branchés au système solaire. Ils ne sont pas consommateurs en électricité. On a beaucoup de soleil ici, donc c'est adapté au contexte d'ici. On espère que cette expérimentation qu'on a débutée avec ces machines va être quelque chose qui va être utile à beaucoup de gens ici pour devenir le plus autosuffisant possible. Parce que pourquoi envoyer toute la richesse de ce coton bio à l'international plutôt que profiter de ça pour créer des métiers de l'emploi digne et créatif ici. Et ça aide l'humain lui-même à être plus productif. Ça élimine pas son rôle à lui quand même. Le tisserand il est toujours là à participer dans l'expérience. Il faut que ce soit un vrai tisserand qui connaît bien le tissage de base déjà. Comment on peut faire pour que les gens ici et que nous tous peuvent profiter de nos ressources de façon saine et agréable. Et on n'est pas contre de travailler aussi avec l'artisanat de base aussi. Ce qu'on fait avec les chaînes qu'on produise, à la fin il y a toujours un déchet de fil. Et là, on travaille avec un griot qui a fabriqué son petit métier de façon totalement traditionnelle. C'est le métier que lui, il a complètement fabriqué lui-même en allant chercher les branches dans la brousse et on fait des petits tribons qu'on utilise aussi pour des oui, comme ça. Voilà. On travaille toujours avec les métiers à tisser manuels pour créer des motifs qu'on ne peut pas faire sur nos machines parce que nos machines ils sont spécialisés. Bon, tout ce qu'on voit qu'on peut utiliser, on utilise. On travaille aussi avec le kapok, le four pour faire des manteaux pour l'hiver où on fait des coussins. On travaille aussi avec ce qu'on appelle le knaf. L'hiver occidental, pas... Oui, c'est trop, on ne peut pas le porter ici, c'est trop chaud. On travaille avec le knaf aussi, on l'utilise pour faire de la broderie. C'est une plante qui pousse, qui devient un fibre on peut faire des cordes avec, mais ici aussi ils font les masques rituels dans toutes les couleurs. J'ai fait beaucoup de la danse et j'ai beaucoup aimé de la danse. C'est peut-être ça aussi qui m'a amenée par ici parce que j'adorais la danse africaine. Et j'aime voir comment les tissus bougent avec le corps. Et souvent, je les tourne en diagonale, je les mets en biais parce qu'il y a une souplesse avec laquelle on peut jouer. Ça m'intéresse le mouvement du corps et comment le tissu et comment les habits collaborent avec ce mouvement de corps. C'est vrai que j'aime bien la mode parce que c'est tellement une expression humaine, c'est quelque chose qui nous enrobe, qui exprime des émotions.
C'est bon? Ouais. Ok. Une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que je ne suis pas venue avec du financement. Oui, je ne suis pas venue avec du financement. J'avais pas des subventions. Mon plus grande subvention, c'est mon mari qui a supporté qu'on laisse tomber qu'est-ce qu'on faisait aux États-Unis ou en France et vraiment commencer des choses ici dans plein d'inconnus et avec beaucoup de défis à aller traverser. Récemment, on a eu quelques aides qui étaient vraiment, qui nous a aidé beaucoup à développer des choses. Mais d'abord, c'était juste nous qui venions avec nos propres... en fait, on faisait des allers-retours. Moi, j'allais beaucoup... Enfin, nous deux, on allait aux États-Unis pour travailler, ramener de l'argent ici. Heureusement, maintenant, on peut être presque tout le temps basé ici parce que ça commence à vraiment être quelque chose qui existe en soi. Et... mais voilà, c'est pas quelque chose qui était soutenu par une financement. Chut! Il y a quoi? Il y a quoi? Tais-toi. C'est juste nous, hein? Donc maintenant la question c'est qu'est-ce qui t'intéresse dans tout ça? Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Je sais pas si je veux que tu sois vraiment dans le vidéo, toi. Mais... Oui, mais nous, on est en interview, là, ça. Hein? Ça se voit pas, mais on est en interview, tu vois. C'est marrant comme il semble que c'est différent. Je sens que c'est un truc. Et, Bon, allez, va coucher. Va coucher, ça. Laisse-nous. Ok. Bon, ben, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de résoudre des problèmes au fur et à mesure qu'on les rencontre ici et de trouver des solutions et d'avoir le libre arbitre de le faire d'une manière presque originale, en y réfléchissant, en faisant nos analyses et au fur et à mesure du processus, on trouve des solutions. Arrête. Et il y a quelque chose de gratifiant dans le fait d'être dans un milieu qui se développe et qui n'est pas encore abouti. Et du coup, on y joue un rôle qui semble important, quoi. Qui semble avoir des résultats qu'on peut voir. Non, allez, va coucher. Qu'on peut observer par nous-mêmes. Et donc ça nous a, en tout cas, c'est un peu comme une aventure. Et du coup, c'est une aventure un peu qui a des côtés enthousiasmants, même si parfois on se demande si c'est bien raisonnable. Et pour moi qui suis musicien et passionné de ma musique malgré tout, c'est parfois frustrant de ne pas pouvoir faire ma musique suffisamment. Mais ça, je crois pas que ça intéresse grand monde. Ouais, mais par contre... En tout cas, ça nous amène à trouver... on est amené à inventer des solutions, aussi à aménager l'environnement, à inventer l'environnement dans lequel on fonctionne, pour que ça fonctionne mieux. Et comme nous, comme notre processus
implique de tout maîtriser, eh bien, on a un atelier donc maintenant à Bobo, une propriété, une petite cour dans laquelle on s'est installé et dans laquelle qu'on a aménagé pour accommoder toute la production textile qu'on génère. Et donc ça a donné lieu à des aménagements dans lesquels on est obligé de s'impliquer activement par nous-mêmes. Et donc ça nous amène à toucher à beaucoup de domaines et donc on n'arrête pas d'y réfléchir et de trouver des solutions et satisfaisantes avec les moyens du bord, avec les moyens locaux. Et donc c'est tout un processus qui est très créatif finalement et qui apporte beaucoup de satisfaction aussi. Donc plus ça avance, plus ça prend forme et plus ça permet d'avancer. Donc ça c'est intéressant. Alors, je pense que la prochaine question, c'est comment ça fonctionne, ce qu'on fait. Donc, alors, le coton, ça pousse ici, et c'est certifié bio. Et équitable d'ailleurs. Voilà, équitable. Et ce processus est géré par l'UNPCB, l'Union des producteurs burkinabés de coton. Et après, c'est égrené et ça reste aussi dans ce domaine de l'UNPCB avec le Sofitex. Le Sofitex, c'est la société d'égrainage. Enfin, voilà. Et puis, la plupart de ce coton est destiné le marché international à l'état de égrené, quoi, de fibres. Et donc, mais il y a un petit peu qui est gardé ici pour les artisans locaux. C'est toujours une lutte pour garder cette fibre ici parce que il y a un grand marché international qui prend ça très facilement, enfin, normalement. Et du coup, c'est plus facile de l'envoyer en conteneur que de le garder ici, le filer et laisser les petites entreprises s'en servir petit à petit à travers l'année. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a créé cette coalition avec tout le monde pour surtout établir la demande et puis lutter pour que cette demande soit remplie par le fibre ici et puis se promotionner entre nous. On prend le fil qui est fait par Filsa, le grand filature à Bobo, ouais, qui est à Bobo Dioulasso. Et on fait la teinture. Ça, on fait ça chez nous dans notre cours avec des voisines qu'on a entraînées pour faire la teinture. Et la teinture, c'est un sujet assez complexe et on s'est penché sur la réflexion de ça. Ce que nous on fait, c'est qu'on prend les teintures fibres réactives certifiées GOTS. On a utilisé différentes sources, mais en ce moment on est en train d'utiliser les teintures qui viennent de la Suisse. Ils sont certifiés GOTS, donc ça veut dire que c'est fabriqué de manière écologique et sans métaux lourds, et donc non toxique. Mais c'est quand même un processus industriel, c'est pas local. Mais par contre, c'est un compromis qu'on a décidé de faire pour avoir toute la gamme de couleurs et aussi une bonne résistance pour que ça se délave pas, pour que ça soit fonctionnel pour les gens. Moi j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup jouer comme si c'est juste de la peinture, quoi, une palette de peinture, pas ultra compliquée à faire.
Par contre, on est toujours en train de rechercher qu'est-ce qui peut améliorer ce processus écologiquement parlant. Peut-être un jour, on trouverait des gens avec qui on peut collaborer pour faire de la teinture naturelle, mais on a aussi investi dans une chauffe-eau solaire pour chauffer l'eau et ne pas avoir besoin autant de fuel pour chauffer l'eau pour la teinture. On est en train d'expérimenter avec un traitement, un pré-traitement qui fait une sorte qu'on va diminuer l'utilisation de l'eau par 80% et on va diminuer aussi le besoin de teinture par 50%. Ça, c'est très intéressant, mais c'est assez difficile à achever de façon technique avec nos moyens d'artisanat ici. Mais peut-être on y arrivait, on est en train d'essayer. Et après la teinture, on amène ces fils pour être tissés. Alors, on a beaucoup travaillé tous ces longues années, une bonne dizaine d'années avec Cofatex, qui est un autre membre de cette coalition, un grand collectif de tisserands à Bobo-Dioulasso. Et elles font des tissus, beaucoup en grand métier, merveilleux. On a eu une très bonne collaboration. Et maintenant, on est en train de développer une autre chose, c'est qu'on a fait venir des métiers à tisser de l'Inde. Et ces métiers sont conçus pour être utilisés avec les panneaux solaires. Donc c'est électrique, mais c'est hybride, c'est manuel aussi. C'est-à-dire ça peut commencer manuellement et puis hop, ça se lance et c'est électrique. Du coup, on peut faire plus de tissage dans la journée. C'est moins laborieux pour le tisserand. Mais par contre, c'est pas compliqué technologiquement. C'est pas une énorme quantité de tissu. Ça reste dans une échelle humaine quand même. Et c'est des machines qui sont relativement simples. Donc, ça peut être entretenu ici par des tisserands qui connaissent la machine bien. Donc, ça c'est très intéressant. Parce que, voilà, le Burkina est dans une réflexion maintenant à comment faire tout ici. Alors qu'avec que des moyens complètement artisanaux, c'est très difficile de fabriquer tout ce qu'on a besoin ici. Donc on est dans cette recherche-là, ça fait juste quelques mois qu'on a ces métiers, mais ça a l'air de bien marcher quand même. Et bon, ça fait des tissus simples, donc on travaille toujours avec les tisserands de Cofatex pour faire des motifs plus compliqués. Et pour les tissus plus simples, mais avec des jolies couleurs quand même, on travaille avec nos nouveaux métiers. Et puis, on a une petite équipe de couturiers. Alors ça, c'est le côté, je dirais, avec le plus de défis pour nous. Il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'éducation ici pour la couture en série et la couture qui a les mêmes standards international qui peut être vendu partout et qui prend en compte les qualités de nos tissus qui sont tissés même sur ces nouveaux métiers. C'est quand même, ça donne une côté artisanal ce qui sort de ces nouveaux métiers et du coup c'est super important quand on fait la couture de prendre ça en compte et faire une sorte que c'est durable, que toutes les coutures sont très bien finies. Ça, c'est un défi, mais voilà, on est en train d'attaquer. Donc, c'est comme ça que ça marche. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que moi, je suis aussi pas venue pour une nostalgie de l'artisanat, des époques avant. Je suis venue pour vraiment produire des habits que je trouve intéressants moi-même. D'une façon assez contemporaine, pas du tout dans l'histoire. Et j'utilise ce qu'on peut réaliser ici, parce que je veux que ça reste, encore une fois, sur une chaîne humaine, avec pas de grandes distances entre les différentes étapes de production. Et ça se trouve ici que tout est manuel, tout est dans l'artisanat. Donc j'ai travaillé avec les tisserands d'ici, mais je ne suis pas contre
quelques petites inventions qui aident à ce que ça se développe et que ça fait que peut-être le tisserand il est moins fatigué à la fin de l'année, la journée ou la tisserand. Toute innovation, finalement, l'artisanat, c'est ça. Quelqu'un a fait une invention à un moment donné, quand même. Mais je travaille aussi, par exemple, à la fin de faire une chaîne, je récupère les fils qui sont à la fin de cette chaîne, qui sont en déchets, et je donne à un tisserand, un griot là, qui travaille avec les tisserands, les métiers à tisser vraiment traditionnels. C'est un métier que lui, il a complètement fabriqué lui-même en allant chercher les branches dans la brousse, et on fait des petits tribons qu'on utilise aussi pour des oui, comme ça, voilà. Du coup, on utilise tout ce qu'on trouve pour achever quelque chose. Et ça me vient à qu'est-ce qui m'inspire pour le design. Ben, comme j'ai déjà dit, je ne suis pas vraiment dans une démarche qui référence ni des époques ni des cultures, bien que je dois être influencée par tout ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la matière. Et comme je suis venue aussi de ce théâtre, et aussi je faisais beaucoup de danse. C'est aussi ça qui m'a amené un peu vers l'Afrique, parce que j'adorais la danse africaine. Et du coup, ce qui m'intéresse dans les habits, c'est le mouvement de l'habit. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur le biais, parce que ça donne beaucoup de souplesse et du mouvement au corps, et ça embellit ce mouvement du corps. Je trouve que ça donne comme une radiation de vagues autour du corps, et c'est ça qui m'intéresse dans le design que je produis. Et puis bon, les couleurs, j'aime bien ne pas avoir de limitation de couleurs pour le moment, hein. Peut-être un jour je serai intéressée par des palettes limitées, travailler dans certaines limitations, donc voilà. Je propose qu'on aille là-haut maintenant. Ok. Parce qu'il y a trop de moustiques. Ah oui. Il y a des chaises là-haut? Non. Non? Non. Ah, il n'y a plus de batterie. Je sais. On vient peut-être assez.